Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette vidéo du lundi, une vidéo de commentaires d'actualité où je voudrais aborder trois thèmes principaux. Erdogan et ses menaces vis-à-vis de l'Union européenne, les Américains et leur accord de paix avec les talibans, et enfin pour décompresser, Madame Hidalgo qui reçoit Lula à la mairie de Paris. Commençons par le sujet le plus sérieux, le plus grave. Erdogan menace l'Europe d'une déferlante migratoire au même moment qu'il bombarde la Syrie, ou plus, oui, il bombarde la Syrie, puis il a fait abattre deux chasseurs syriens, donc deux avions militaires syriens, en plein espace aérien syrien. C'est quand même le comble. C'est comme si les Allemands envoyaient des missiles pour abattre des rafales français au-dessus de Nancy ou de Reims. Tout le monde criait au scandale, mais comme il s'agit de la Syrie dans le cas présent, ça passe inaperçu. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire avec Erdogan, je ne sais pas comment traiter le cas Erdogan. Par contre, je regrette très sincèrement que le coup d'État de 2016 n'ait pas abouti. Ça nous aurait débarrassé d'Erdogan pour de bon, je vous le dis très sincèrement. Et maintenant que nous avons Erdogan sur les bras, je me permets de partager avec vous trois observations qui, à mon avis, ne seront pas démenties par les faits dans les mois à venir. La première, c'est que la Turquie, sous Erdogan, est devenue une véritable menace à la sécurité du Moyen-Orient, une véritable nuisance, puisque Erdogan a des postes militaires, des bases permanentes aujourd'hui en Syrie. Il n'a pas été invité par le gouvernement syrien. Donc on est dans un acte d'invasion, on est dans un acte impérialiste. C'est le cas à Idlib, c'est le cas aussi au nord d'Alep. Il fait la même chose, il fait de même en Irak, sous prétexte de contrôler les Kurdes, de voir venir les attaques, les mouvements des Kurdes. Il occupe des points hauts en plein territoire irakien. La Turquie d'Erdogan a assoiffé l'Irak. Il faut voir ce que c'est que la crise de l'eau potable en Irak à cause des barrages édifiés par les Turcs en amont de l'Euphrate et du Tigre. Les Turcs ayant profité du vide politique en Irak après la chute de Saddam pour se servir, ils se gavent en eau, ils prennent le maximum de ressources possibles au mépris des besoins et des accords internationaux avec les peuples et les pays qui sont en aval, notamment la Syrie, surtout l'Irak. Deuxième observation, Erdogan n'a pas obtenu grand-chose au Moyen-Orient, d'où sa nervosité et sa grande agressivité. En Syrie, il s'est planté puisque il a joué la carte des islamistes et ils n'ont pas gagné. En Irak, il ne pèse pas grand-chose, malgré ce sont les Iraniens qui ont remporté la mise après le retrait des Américains. Il s'est fâché avec Israël au moment où Israël brisait son encerclement. Israël n'est plus isolé. Israël a fait ami-ami avec les pays du Conseil de coopération du Golfe, les pétromonarchies. Israël aujourd'hui est un pays qui a une articulation politique. Alors elle est sous-marine, elle est subliminale, mais elle existe avec les grands pays arabes du Moyen-Orient. Erdogan a fait une alliance avec le Qatar, avec Doha. Bon, ça reste un État confetti. C'est pas avec ce genre d'État qu'on fait une alliance stratégique, un partenariat de long terme qui peut changer les équilibres des forces ou bénéficier de la moindre légitimité ou crédibilité. On fait des accords stratégiques avec l'Iran, avec l'Égypte, avec Israël éventuellement, avec l'Arabie Saoudite. Ce sont les grands États, les États qui pèsent au Moyen-Orient. On ne fait pas des accords stratégiques avec des confettis comme le Qatar. Avant, jadis, on pouvait faire des accords avec l'Irak, mais il a été démantelé. Ou avec la Syrie, mais ce pays aussi a été démantelé. Vous voyez en Libye, Erdogan se rabat sur la Libye, il va en courant pour empêcher Haftar de s'installer à Tripoli, et même en Libye, une terre de l'endroit où n'importe qui a le droit de s'immiscer, et bien même en Libye, ce sont les Russes qui le tirent comme ça par la barbichette et lui disent « Mon gars, voici tes limites, tu peux faire ci, mais tu peux pas aller plus loin, tu peux pas faire ça. » Suprême humiliation. D'où la rancœur d'Erdogan qui se déverse sur les plus faibles, et malheureusement les plus faibles sont en Union Européenne, c'est notre couple franco-allemand qui donne une impression de vulnérabilité. Troisième observation, donc, est-ce que Erdogan est une menace pour l'Union Européenne? Oui et non, enfin pas vraiment. Oui, la déferlante migratoire fait peur, mais la déferlante migratoire, elle pourra avoir lieu ou elle aura lieu à cause de nous, pas d'Erdogan. Il suffirait de changer notre loi d'asile, notre loi sur l'accueil, pour que les migrants ne viennent plus en Europe. Si Erdogan se permet d'ouvrir les frontières, c'est qu'il sait que n'importe qui pose le pied dans l'Union européenne, même illégalement, a de très grandes chances d'y rester pour toute sa vie et de s'installer là où il veut. C'est notre loi, c'est notre asile.
Donc le problème, il est à Bruxelles, il n'est pas à Istanbul ou à Ankara. Il suffirait de changer ces lois-là, de cette politique d'asile, pour que les migrants fassent un calcul. Vous savez, les migrants sont pas bêtes, et ils sont des êtres comme vous et moi, ils sont raisonnables, ils ont le libre arbitre, et pour qu'ils comprennent qu'ils préféraient rester en Turquie au lieu de tenter la traversée vers la Grèce, la Turquie, la Bulgarie ou Lampedusa. En réalité, moi je rêverais, si j'étais un chef d'État, je rêverais d'avoir un ennemi comme Erdogan. Il est facile à prévoir, il est primaire. C'est la brutalité, c'est une logique de voyou. Il n'y a pas plus simple à gérer qu'un voyou. Méfiez-vous des grands seigneurs, des gens très intelligents qui allient la brutalité et le raffinement. Ça, c'est le cas de Poutine. Il est très difficile de lire le prochain pas de Poutine, d'anticiper les pas de Poutine, parce que il est brutal, mais en même temps, il est l'héritier de la grande diplomatie russe. Maintenant, Erdogan, bon, le type est énervé, du poing sur la table, les menaces, les gros mots, bon, ça, c'est facile à gérer comme ennemi ou comme adversaire. Erdogan, il vit dans le monde du 19e siècle. C'est évident, il vit dans la Turquie, dans l'Empire ottoman du 19e siècle, qui va de Tirana en Albanie, jusqu'aux côtes égyptiennes, jusqu'à Alexandrie, et puis jusqu'à Alep. C'est ça le monde d'Erdogan. C'est très facile de le ramener dans les frontières naturelles de la Turquie, dans les frontières des traités de Lausanne, signés il y a une centaine d'années. Mais pour cela, il faudrait d'abord que notre couple franco-allemand ait la volonté de parler à Erdogan les yeux dans les yeux. Or, ce sont des progressistes, donc ils se détestent eux-mêmes, ils détestent l'Union européenne, ils n'ont pas d'une haute estime d'eux-mêmes et des États dont ils ont la charge. Ensuite, il est bien connu que nos chers élites progressistes ont un mépris souverain pour l'histoire. Je doute que M. Macron, avec tout le respect que je lui dois, connaisse les frontières de l'Empire ottoman et connaissent la psychologie, l'inconscient d'Erdogan dans lequel baignent les frères musulmans turcs. J'en doute. Idem pour Merkel. Voilà, donc le problème, il n'est pas chez Erdogan, le problème, il est chez nous. Il est chez nous parce que nous n'avons pas les bons chefs. Ces bons chefs qui, avec ce retournement d'Erdogan contre l'Union européenne, qui se confirme maintenant, qui est évident, prennent une double baffe. C'est la deuxième baffe. Ils ont pris déjà une première baffe avec le Brexit. Ils ont pris une première baffe avec le Brexit puisqu'ils ont fait preuve d'un énorme déni, d'un grand aveuglement. Ils n'ont pas parlé au peuple anglais au niveau où il fallait lui parler. Ils l'ont menacé, ils lui ont promis l'apocalypse, ils lui ont parlé de graphiques, d'inflation ou des chiffres de la City, alors que le peuple anglais voulait parler d'immigration et de sécurité culturelle et d'une utopie, de comment vivre bien dans un monde qui s'accélère. Donc ça c'était la première baffe, et là la deuxième baffe, c'est la baffe d'Erdogan qui leur dit: les gars, vous ne valez rien, vous ne m'impressionnez pas, vous vous prenez pour la cuisse de Jupiter, mais en fait vous ne m'impressionnez pas, vous êtes des faibles. Voilà, donc malheur au peuple qui confie leur destinée aux progressistes. Et donc malheur à nous qui sommes tributaires de ce couple franco-allemand qui est de plus en plus synonyme d'échec. Allons vers l'Afghanistan. Donc l'accord de paix vient d'être signé entre les Américains et les talibans. Il met fin à 18 ans de conflit, de guerre ouverte sur le sol afghan. Alors que faut-il en penser? Eh bien, on signe la paix avec son ennemi juré. Donc il fallait bien travailler avec les talibans, signer avec les talibans, et les Américains l'ont fait. Donc on ne peut pas le leur reprocher. Ensuite, on signe la paix. Si on veut qu'elle soit durable, il faut la signer avec le camp le plus fort, avec ceux qui pèsent le plus sur le terrain. Et les talibans sont la composante la plus puissante, la plus agressive, la plus significative du peuple afghan. Vous savez, les violents ont toujours raison. Et les violents, dans ce cas-là, sont les talibans, donc ils ont raison, et c'est avec eux qu'il fallait signer. Cet accord préfigure une grande catastrophe. Catastrophe pour la petite élite afghane, qui est très sympathique. Le président actuel, Ashraf Ghani, est un garçon très sympathique, très cultivé, très british par son éducation. Et puis, il a tout compris, lui c'est un vrai technocrate, il sait ce qu'il faut faire en Afghanistan, mais il n'est pas violent, donc il n'a pas les muscles pour faire la politique qu'il faut faire en Afghanistan. Donc certainement, il va devoir s'exiler.
Ça m'amène donc je disais c'est une catastrophe, donc catastrophe pour cette élite afghane qui est très sympathique mais qui va partir. Catastrophe pour tous ceux qui ont joué le jeu de la collaboration avec l'OTAN, l'ONU et les Américains. Il y aura des harkis par dizaines de milliers. Hein. L'Afghanistan aura des harkis qui se déverseront chez nous. Il y aura des boat people qui se déverseront chez nous, peut-être en Inde ou je ne sais où. J'espère que nous leur ouvrirons nos portes, que nous ne ferons pas aussi mal et ne serons pas aussi déplorables que les Français en 62 avec les harkis d'Algérie. Enfin les Français, avec les Français de Gaulle, hein, avec la droite gaullienne et avec la CGT de Marseille, qui a fermé le port de Marseille aux harkis. Donc j'espère que nous aurons pour une fois, nous ferons bon usage pour une fois de notre sensibilité humanitaire avec les gens qui méritent. Nous avons accueilli tellement d'Afghans qui n'avaient rien à faire en France, des réfugiés économiques ou des réfugiés qui se baladaient, des touristes qui se baladaient. Eh bien j'espère que cette fois nous serons à la hauteur de notre responsabilité historique, nous les Français, nous les Américains, tous les membres de l'OTAN, et que nous allons accueillir chez nous les Afghans honorables qui ont lutté avec nos armées contre la barbarie, contre le fascisme des talibans. J'espère que ce sera fait et que nous allons faire le tri entre les vrais harkis afghans, les vrais honorables afghans et les opportunistes qui veulent se déverser sur l'Europe juste pour voir quelle température il fait à Paris en plein hiver. Vous voyez ce que je veux dire? Autre catastrophe pour les droits de l'homme en Afghanistan, puisque les talibans, eh bien, ils appliqueront le programme des talibans, qui est le programme de l'islam le plus dogmatique et le plus cruel. Donc catastrophe pour les femmes, pour les jeunes filles, pour les enfants, catastrophe pour les artistes, pour l'éducation. L'Afghanistan va revenir à l'âge de pierre. Alors, en réalité, ma leçon, la leçon que je tire de ce fiasco afghan, 18 ans de guerre pour rien, c'est qu'il y a certains pays au monde où il ne faut surtout pas s'immiscer. Hein. C'est comme un guépier, on n'y met pas le doigt, sinon on se fait piquer. Ces pays-là, je vais vous les citer, la liste n'est certainement pas exhaustive, sont l'Afghanistan, la Somalie, le Yémen, le nord-est de l'Égypte, donc le Sinaï, avec ses bédouins, la Tchétchénie, éventuellement le Kosovo et l'Albanie. Je pense que je n'ai rien oublié. Peut-être un peu quelques franges orientales de l'Indonésie. Dans ces pays-là, dans ces régions-là, il ne faut pas s'immiscer. Parce qu'on se fait casser la gueule. Parce que ce sont des réservoirs de violence, ce sont des pays des guerriers qui sont dans un retard de développement, dans un retard de civilisation, il ne faut pas avoir peur de le dire, et ils sont organisés pour faire la guerre, pour piquer. Donc ce sont des excellents guerriers, des honorables guerriers, mais il faut les garder loin de soi, et ne pas essayer de se mesurer à eux, et surtout pas chez eux, dans leur terrain. Alors, deuxième conclusion, deuxième leçon parmi la leçon principale, enfin leçon secondaire parmi la leçon principale, c'est que donc ces États-là, il ne faut pas y aller, mais il faut surtout empêcher ses concurrents d'y mettre les pieds. Parce qu'une chose est de dire, moi la France, je ne vais pas mettre les pieds en Somalie ou au Yémen, mais si votre concurrent, disons la Turquie ou la Chine installe des bases au Yémen, bah, vous serez questionné, on vous dira, bah, vous êtes faible, vous ne savez pas prendre des décisions au moment venu. Non, il faut trouver un moyen d'empêcher vos concurrents de s'installer dans ces guêpiers. Pas pour leur plus grand bien, eux aussi ils vont se faire piquer. Mais dans le chaos qu'ils vont créer, dans les remous qu'ils vont créer, eh bien, ils peuvent vous envoyer des talibans, vous taper chez vous. Ou des mercenaires, ou des Daesh, ou des Haqqani Group, ou je ne sais qui, vous taper chez vous, ou taper vos voisins. Voilà, ils peuvent, dans le cas afghan, si quelqu'un s'installe demain en Afghanistan, ben, il peut remuer un peu le sujet et vous aurez des mercenaires qui vont partir taper des navires français dans l'océan Indien, dans les Maldives ou même au Pakistan, il y a des entreprises françaises ou même en Asie centrale ou ailleurs. Donc il faut trouver un moyen d'encercler ces pays-là, de les interdire à vos concurrents et d'abandonner, hein, de facto, hein, je suis très franc avec vous, d'abandonner les peuples à leur triste sort et à leur rythme de développement. Et le jour où ils sortiront de ce niveau civilisationnel, ils iront à un niveau civilisationnel plus évolué, où la tribu a cédé le pas devant un état fort, devant un état qui est supérieur à la tribu, et bien à ce moment-là, on pourra faire autre chose. Évidemment, ce que je vous dis là, c'est très froid, c'est médical, c'est à la limite cynique, mais c'est la seule chose qu'on puisse faire.
Ça n'empêche pas qu'on puisse faire de l'humanitaire et aider les peuples à un peu à limiter leur souffrance, mais ils vont souffrir puisqu'ils sont aux mains de tyrans sanguinaires qui sont les talibans en Afghanistan, les islamistes au Yémen, les Chebabs au Somalie, mais on ne peut pas aller plus loin. Voilà, il faut savoir, il faut reconnaître qu'entre les grandes civilisations, il y a des espaces vides où survivent, je ne dirais pas la barbarie, c'est trop stigmatisant et puis on ne peut plus stigmatiser, n'est-ce pas, exige ou survivent des gisements de violence. Le peuple afghan est un peuple magnifique, parce que c'est un peuple d'hommes, de guerriers qui n'ont pas peur de la souffrance, une grande résilience, une extrême rusticité du combattant afghan. Mais bon, on fait pas de ça, on fait pas avec ça une grande démocratie ou une zone économique ou une zone franche. On fabriquera jamais des iPhones en Afghanistan. Donc, l'Afghanistan, sans vocation historique, comme le Yémen ou la Tchétchénie, ou la Somalie, c'est d'être un réservoir de violence entre deux bassins civilisationnels. L'Afghanistan entre la civilisation indienne, civilisation sublime, la Russie, la Chine, et puis la civilisation perse. Pareil pour le Yémen. Une zone tampon, on va chercher les guerriers, les mercenaires, entre la grande Éthiopie, grande civilisation africaine, la Perse qui est juste à côté, puis les civilisations arabes du Levant. C'est ça le rôle historique du Yémen. Il faut savoir le reconnaître. Il faut surtout, quand on est sérieux, éviter que d'autres zones se transforment en réservoir de violence. Vous suivez mon regard, la Libye. Merci Sarkozy, merci Cameron, où on était dans un état dictatorial, et là on a transformé ça en un Yémen méditerranéen, en une Somalie méditerranéenne, qui est déjà devenu un vivier de mercenaires et de talibans et de djihadistes. Le Sahel, là aussi, merci Sarkozy, merci Cameron, voilà. Mais là, bon, on ne peut pas toujours critiquer Sarkozy et Cameron pour le cas du Sahel, puisque les États se sont effondrés sur eux-mêmes pour leur corruption et leur incompétence. Enfin, pour conclure, la minute détente avec Madame Hidalgo qui reçoit Lula. Alors, tu crois rêver, il y a de quoi halluciner. Pourtant, c'est le monde progressiste. C'est comme si, recevoir Lula à Paris, en faire un citoyen d'honneur de la ville de Paris, c'est comme si M. Macron décernait un prix des droits de l'homme à Ahmadinejad ou à Mohammed bin Salman d'Arabie Saoudite. C'est à ce niveau. Il faut savoir qui est Lula. Savoir qui est Lula, qui est son entourage. Quel est son entourage? Le Parti des travailleurs brésiliens, le parti qui a été quand même responsable du plus grand scandale de corruption de l'histoire de l'humanité. Le plus grand scandale de corruption de l'histoire du monde, de tous les temps. Tous les trésoriers du parti de Lula, tous les derniers trésoriers, là, les 3 ou 4 derniers, ils sont tous en prison ou à la maison avec un bracelet électronique. Lula lui-même a été en prison pour corruption. Il a été condamné par 20 juges. Il a fait 100 recours. 100 recours, et il a été quand même condamné, au bout de ces 100 recours, par 20 juges différents, il a été condamné à la prison pour corruption. Et il se trouve encore des gens autour de Madame Hidalgo et dans la gauche française, autour de LFI, pour dire que Lula est un prisonnier politique. Mais, crois rêver. Lula, au jour d'aujourd'hui, alors qu'il a été reçu à Paris par Madame Hidalgo, est poursuivi dans 6 ou 7 procès sérieux pour corruption et blanchiment d'argent, c'est mes mémoires est bonne. Et il risque de revenir en prison. Si les procès avancent, et ils vont avancer, la justice est lente, mais ils vont avancer, et il y a un risque non négligeable de voir Lula revenir en prison. Lula est inéligible au Brésil, à cause de ça. On nous dit Lula a réduit les inégalités et la misère. C'est la justification donnée par Madame Hidalgo pour l'inviter à Paris. Ah bon? Il a réduit la misère au Brésil et les inégalités? Ah bon? Moi, je ne savais pas. Moi, je vis au Brésil, je vois la réalité. Je vois que la santé s'est cassée la gueule sous le régime de la gauche brésilienne, le régime de Lula, la santé publique. L'école brésilienne, l'école qui est partout dans le monde, l'école publique, le seul instrument sérieux de réduction des inégalités, s'est cassée la gueule. Elle s'est effondrée. Il s'est passé au Brésil la même chose qu'en France. Les pédagogistes, le délire, blablabla, humanitaire, des droits de l'homme et tout ça. Résultat, on ne fabrique plus des élèves, des gens qui apprennent, on fabrique des militants politiques complètement aliénés et des analphabètes fonctionnels. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE, c'est le ranking PISA, c'est le classement PISA, où le Brésil ne cesse de dégringoler par rapport au reste du monde, mais aussi même par rapport à des pays voisins comme la Colombie, en guerre civile, s'il vous plaît, ou le Pérou, le Chili. Merci Lula, merci la gauche brésilienne.
On nous dit il a été le bienfaiteur du peuple, mais regardez le Brésil, regardez, il y a un Brésilien sur deux n'a pas l'assainissement liquide, le tout à l'égout. Ça veut dire, pour le dire en termes clairs, un Brésilien sur deux vit au-dessus de ses excréments. En Amazonie, 100% des gens qui vivent à Manaus, la capitale de l'Amazonas, ou à Belém, capitale du Pará, des grandes villes de l'Amazonie, eh bien 100% des gens qui vivent dans ces villes-là n'ont pas l'accès à l'égout. Alors on nous dit, Lula, la gauche brésilienne, ils sont environnementalistes, ils défendent l'Amazonie. Non, attendez, ils ont gouverné le Brésil pendant 15 ans, en plein boom économique, et ils n'ont pas été foutus de régler les problèmes du tout à l'égout des gens pauvres de l'Amazonie. Pareil aussi dans tous les coins du Brésil. On nous dit le Brésil, on dit, voilà, Lula réduit les inégalités. Mais comment voulez-vous réduire les inégalités si vous ne créez pas la croissance économique? Il y a eu un boom économique au Brésil quelques années, à cause des commodities, ou grâce aux commodities, donc le soja brésilien, l'or, le cuivre, tout ça. Et puis, mais quand vous prenez la longue période 2000-2016, là où Lula et Dilma, la dame qui l'a mis en place, toujours du Parti des travailleurs de la gauche brésilienne, donc vous prenez 2000-2016, vous regardez le taux de croissance moyen, eh bien il est légèrement supérieur, voire inférieur certaines années, à la croissance de la population. Comment voulez-vous réduire les inégalités si vous ne créez pas assez de richesses? La population brésilienne, elle croît plus vite que le PIB, c'est vous dire. Les homicides au Brésil ont explosé. Donc Lula a rendu le pouvoir avec un taux d'homicide, enfin avec un nombre absolu d'homicides qui est le plus élevé au monde. Le Brésil, que la gauche nous a légué, est le pays, ou le recordman du monde des homicides. Après, si vous mettez dedans les disparitions, les kidnappings et les viols, vous avez un des pays les plus dangereux du monde. Le Brésil est plus dangereux aujourd'hui que la Syrie. Ça, c'est l'héritage maudit de Lula et de Dilma. Donc Dilma Rousseff, pour ceux qui ne connaissent pas, a été camarade de lutte, comme on dit, dans le parti de Lula, et puis il a nommé présidente, enfin il a présenté comme sa candidate, elle a été élue 2 fois, elle a été expulsée, elle a été sortie du pouvoir par un impeachment en 2016. Voilà les gens que Madame Hidalgo invite à Paris. Voilà les gens à qui on reçoit avec les honneurs. Eh bien, je me dis, si on a un tel niveau de déni et d'aliénation, d'aveuglement vis-à-vis de la gauche brésilienne, qui pourtant parle une langue qui n'est pas trop compliquée quand même pour nous les Français, il y a plein de gens qui parlent le portugais en France, ils viennent d'une culture judéo-chrétienne, ce sont quand même des occidentaux. Si on n'arrive même pas à comprendre à qui on a affaire au Brésil, alors comment allons-nous traiter le problème des islamistes qui parlent l'arabe, le turc, le tchétchène, qui n'ont pas le même langage corporel, verbal, non verbal que le nôtre, qui viennent d'une autre civilisation, qui n'ont pas le fond judéo-chrétien. Je me dis, avec des élites comme ça, qui sont tellement aveugles, tellement dans un délire total, comment voulez-vous qu'ils nous protègent? Finalement, qui a le plus tort? Madame Hidalgo ou nous? C'est nous. C'est nous qui confions notre sécurité à cette élite progressiste qui va d'Hidalgo, de Madame Hidalgo à Monsieur Macron. Finalement, c'est la même. Bon, ils détestent ces deux-là, mais c'est la même idéologie. Ce sont des gens progressistes, plus ou moins libéraux, mais le fond est là. Voilà, nous avons confié le destin de notre nation à des gens qui ne sont même pas capables de voir qui est Lula. Alors imaginez-vous qu'ils luttent contre, imaginez-vous aux manettes pour nous défendre contre le salafisme qui avance masqué derrière des ONG qui ne parlent pas la langue française ou autre. Et de quoi être inquiet. Donc vous voyez dans ces 3 brèves aujourd'hui, donc le Erdogan, l'accord en Afghanistan et la politique diplomatique de Madame Hidalgo, la politique étrangère de Madame Hidalgo, il y a un fil conducteur. Lequel? Eh bien, c'est que le monde s'est accéléré. Qui aurait dit qu'Erdogan allait nous mettre une baffe à nous, Union Européenne, avec une telle agressivité? Qui pouvait croire que les talibans allaient emporter la bataille et sortir les Américains d'Afghanistan? Le monde s'est accéléré, ce qui était impensable jadis est devenu normal aujourd'hui. Malheureusement, cette accélération du monde, cette émergence des dangers, elle se passe au moment où nous n'avons plus de chef naturel. Elle se passe au moment où nous avons le couple Macron-Merkel aux commandes en Europe. Elle se passe au moment où nous avons Hidalgo, Madame Hidalgo au pouvoir à Paris, ou demain ce sera peut-être je ne sais pas qui, mais c'est pareil. Nous n'avons plus de chef naturel. Et ça arrive au pire moment. Ça arrive au moment où nous avons le plus besoin de leaders, hommes ou femmes, de chefs naturels,
qui ont le discernement. Je ne vous ai pas du déni, de l'aveuglement, de l'aliénation, ben, il nous faut le contraire, il nous faut le discernement. Écouter le contexte et regarder la réalité en face, et savoir qui est l'ennemi et qui est le partenaire. Et ben, nous ne sommes plus capables de faire ça. On s'est trompé sur le compte d'Erdogan, on s'est trompé sur le compte de Lula, et on va se tromper, on risque très fort de se tromper sur le compte des islamistes. On se trompe d'ailleurs très fort, puisque les islamistes sont en train de nous mettre des baffes sur le territoire français, et nos aides progressistes nous disent, mais attendez, ne réclamez pas parce que vous êtes islamophobe. Voilà, merci, à la semaine prochaine pour notre vidéo de commentaire d'actualité. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, commentez cette vidéo, partagez-la, cliquez sur like et abonnez-vous au canal. À la prochaine, au revoir.